J'avais envie de donner la parole à Saïdé Pakravan, qui nous revient donc avec un deuxième livre, La Trêve, après un premier roman remarqué et remarquable il y a 2 ans, qui s'appelait Azadi. Azadi qui signifie... Il y a 1 an. 1 an, pardon, excusez-moi, et qui a d'ailleurs eu le prix de la Closerie des Lilas. J'aime bien le rappeler, Azadi qui signifie liberté en persan. Et donc là, c'est un livre moi que j'ai vécu comme une galerie de tableaux. On est un peu au musée chez vous et chaque tableau va constituer un chapitre de cette fiction qui va durer 24 heures et 5 minutes très exactement. Et où on va donc rencontrer un certain nombre de personnages qui vont vivre une situation totalement inédite et nouvelle pour eux, mais pour nous aussi. C'est ce que vous appelez la trêve. Alors que se passe-t-il à partir de minuit ce 9 juillet dans ce livre, Saïdé? Il ne se passe plus rien, justement. C'est-à-dire que, contrairement à ce que nous vivons dans notre quotidien, comme dans nos vies individuelles et comme habitantes de cette planète, où nous sommes constamment projetés d'un événement catastrophique à un autre, d'un problème personnel à un autre, d'un tas de choses à régler et puis beaucoup d'autres que nous subissons sans pouvoir les régler, tout d'un coup il ne se passe plus rien. Il n'y a plus rien de mauvais, il n'y a plus rien de dangereux, il n'y a plus rien de désagréable. Au début, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que le livre commence, il est minuit, et on fait la connaissance d'un flic qui, voilà, effectivement, est confronté au quotidien à la violence, et on y revient, et à la criminalité. Mais la prise de conscience de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire plus aucune guerre, plus aucun conflit, plus aucune violence, ne va intervenir que dans les heures qui suivent, et après qu'on ait fait la connaissance d'autres personnages. Voilà, les gens commencent à se rendre compte au fur et à mesure que, effectivement, et les médias tout de suite comprennent très très vite, comprennent 9 h du matin. Voilà, qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de mort naturelle même, ni d'accouchement, ni rien, il n'y a plus rien. Donc la grande question c'est évidemment est-ce que ça va durer? Est-ce que notre monde a changé? Il s'agit des États-Unis en l'occurrence, pas du monde entier. Donc les États-Unis favorisés encore une fois par leur place dans le monde. Et donc on attend, d'une part, les gens sont fous de joie, et d'autre part, on s'inquiète un petit peu de ce que ça va donner dans l'avenir si ça dure. Qu'est-ce qui se passe si les femmes enceintes n'accouchent plus? Qu'est-ce qui se passe si les gens ne meurent plus? Est-ce que c'est et à quoi est due cette trêve? Est-ce que c'est dû à une série de coïncidences absolument extraordinaires ou bien un acte divin, s'il existe une telle chose, ce dont on doute souvent? Et vous ne l'expliquez pas. Ce qui fait que, je trouve, ça donne une portée presque... C'est presque un conte philosophique, d'une certaine façon. Je ne sais pas du tout comment le qualifier. Je n'ai pas d'idée à ce sujet. Je ne sais pas si c'est une utopie, une projection de mon inconscient qui souhaiterait bien voir en tout cas les choses désagréables se terminer, comme nous tous. Je ne l'explique pas parce que ce n'est pas du tout un thriller ni une histoire qui peut avoir une explication. C'est quelque chose qui arrive comme ça, et puis on verra bien où ça mène. Alors tout au long de la journée, c'est vrai que chaque chapitre va nous faire rencontrer des personnages différents. Certains vont revenir, par exemple le flic du début, on va le retrouver, il va constituer une espèce de fil rouge en fait dans le livre. Il va retrouver une journaliste qui lui plaît beaucoup, et tous les deux vont vivre cette journée côte à côte. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage pour nous emmener de bout en bout, puisque vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est une galerie de portraits qui est colossale. Quand vous y entrez, vous en avez pour des heures, et je ne parle pas de lecture, mais de compréhension aussi de chacun, de la vie de chacun. C'est vraiment des petits bouts de vie que vous nous proposez. Et ce qu'il y a de caractéristique, c'est que chacune de ces vies était sur le point de basculer au moment où cette trêve arrive. Alors, donc la première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage de policier pour nous emmener de bout en bout? Est-ce que c'est parce qu'il est confronté justement qu'il a une vie très mouvementée au quotidien?
Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de réponse. On m'a souvent posé la question pour Azadi, comment j'ai choisi, pour le premier roman, comment j'ai choisi ces personnages. Je ne sais pas du tout. Ils vous choisissent? Ils me choisissent absolument, sans aucun doute. Ils arrivent avec leur nom, ils arrivent avec leur état civil. Je n'ai pas à réfléchir à un nom. C'est comme un nom assez compliqué qu'il a d'ailleurs. Oui, je ne me suis pas hasardée à le prononcer d'ailleurs. Urquhart. Mon fils m'a fait ce reproche. Il dit, maman, jamais un flic ne s'appellerait Urquhart. J'ai dit, pourquoi? Il y en a qui viennent de toutes sortes d'endroits. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'appelleraient pas ainsi? Puisqu'il y a des gens qui s'appellent comme ça. Bien sûr. Donc, c'est un des fils conducteurs. Il y en a un deuxième qui est Kim et Jennifer. Donc, c'est deux commerçants qui sont au début d'une histoire d'amour, mais une histoire d'amour assez menacée parce que elle vient de terminer avec de signifier un garçon assez dangereux et inquiétant. Sam, il s'appelle. Je suis désolée, aussi vite qu'ils viennent, ils repartent. Oui, c'est vrai. C'est pas un personnage très sympathique de toute façon. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est vraiment quelqu'un d'assez odieux, mais elle n'arrive pas à se débarrasser de lui. Et lui n'a absolument pas accepté que leur histoire est terminée. Donc ça, c'est le deuxième fil conducteur. Voilà, donc ce couple qu'on va suivre tout au long. On va suivre tout au long. Et voilà, le reste... Avec un détective, attention, qui est en filature pour le compte du vilain Coco. Voilà. Un détective privé. Détective privé. Voilà. Donc, il fallait des fils conducteurs parce que sinon, ça devenait un recueil de nouvelles. C'était important d'avoir des gens qui reviennent et qui tiennent tout cela jusqu'au bout. Est-ce que vous avez une préférence pour un des personnages? Est-ce qu'il y en a un avec lequel vous avez plus d'atomes crochus que les autres? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tous ces gens... si je puis dire, normaux, qui sont des gens comme vous et moi, qui mènent leur vie, qui ont des petits défauts, qui sont bien, qui ont leurs relations, leurs affections, leur travail, et qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont au bord de ce basculement dans quelque chose de terrible. Dont nous lisons ce genre de récits tous les jours, oui, parce partout. En effet, on va faire la connaissance d'une femme qui n'en peut plus d'être brutalisée par son petit ami et qui va vouloir le quitter. On va rencontrer un père de famille qui, en allant chercher de l'argent au distributeur, se fait braquer. Vraiment, on est dans des situations dans chaque chapitre où le danger est là, le basculement est tout à fait voilà, palpable et où justement il ne se passera rien. Parce que cette trêve, moi, il y a un des chapitres qui m'a beaucoup intriguée, qui est celui de la baignade. On rencontre des jeunes qui aiment se baigner dans un lac et à un moment donné, l'un d'entre eux est attiré comme par une créature un peu étrange qu'on ne voit pas, une créature d'algue qui aurait des tentacules qui tentent de l'attirer vers le fond. Qu'est-ce qu'il voulait dire ce chapitre pour vous, Saïdé? Je ne sais pas du tout. Ah bah, il faut nous expliquer un peu, il faut m'aider là. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est très étrange parce qu'il est avec ses copains et puis tout d'un coup en fait il se retrouve à dériver dans une espèce de demi-rêve, de demi-sommeil, alors qu'il était très impliqué dans ce jeu de sauter dans la rivière, de sortir, de sauter de nouveau. Ça doit être des gamins d'une douzaine d'années, je dirais, 10-12 ans. Et puis tout d'un coup, il y a cette chose qui le happe et qui peut en fait être quelque chose de tout à fait naturel. Il se retrouve dans un endroit où il y a ces algues assez solides qui l'attrapent et du coup, peut-être en essayant de se débattre, il est entraîné plus au fond. Il n'y a pas du tout, il n'y a nulle part dans la trêve, et je m'empresse de le dire, quoi que ce soit de spirituel ou de malin avec un grand M, ou d'esprit du mal, je ne veux pas de majuscule à tout cela. C'est une série de choses qui sont sur le point d'arriver. Mais ce n'est pas des forces occultes, ce n'est pas
ce n'est pas des Martiens, c'est rien de ce genre. Est-ce que vous vous rendiez compte, ce sera ma dernière question, quand vous écriviez, que vous dessiniez en fait le visage de l'Amérique d'une manière générale, parce que c'est vrai que tous ces personnages ont des profils différents, des origines ethniques différentes, des sexualités différentes. Est-ce que vous avez cette conscience, votre éditrice dit de vous que vous êtes un écrivain monde, en tout cas là vous êtes écrivain d'un continent, et est-ce que vous aviez ce sentiment-là au fur et à mesure que les personnages se déployaient sous votre plume? Oui, absolument, absolument. Je vis depuis très très longtemps aux États-Unis. Maintenant, je me réinstalle définitivement en France, mais c'est un pays que j'admire énormément. Je n'ai pas pour les États-Unis l'amour total, la passion que j'ai pour la France, mais c'est un pays que j'admire énormément et qui n'a jamais cessé de m'étonner et de m'interpeller. Constamment, y compris maintenant où nous vivons vraiment des histoires pas possibles avec la campagne électorale. C'est un pays vraiment stupéfiant. Nous vivons en France par exemple, dans un pays beaucoup plus petit et beaucoup plus homogène, bien qu'il y ait une certaine diversité. En Amérique, vous tombez d'un stéréotype à un autre. Je ne peux pas dire que c'est des gens qui... ce n'est pas inattendu. Les prisonniers dans une cour de prison, la Russe émigrée qui vend du mobilier un petit peu kitsch, etc. On sait en fait qui sont ces gens. On les a rencontrés dans des films, dans d'autres livres, dans la connaissance que nous avons, que nous croyons avoir des États-Unis. Et je tenais beaucoup à avoir cette énorme diversité de personnages. C'est important parce que ça reflète une Amérique qu'on n'imagine pas vraiment. Nous avons tendance ici à voir ça comme un bloc et ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est La Trêve, un très beau deuxième roman de Saïd Epakravand pour cette rentrée littéraire Belfond.